La pluie martelait l'asphalte lorsque Jonathan vit quelque chose qui lui glaça le sang. Le petit garçon noir de 8 ans, qui mendiait toujours des pièces à la porte de son bureau, courait désespérément dans la rue, portant quelque chose enveloppé dans des chiffons sales. Mais ce n'était pas une seule chose. C'étaient 2 petites formes qui bougeaient faiblement contre sa poitrine maigre. Des bébés. 2 nouveau-nés à peine vivants dans les bras d'un enfant qui pouvait à peine se débrouiller seul. Jonathan écrasa les freins de sa Mercedes noire, le cœur battant. Depuis 3 ans, ce garçon apparaissait chaque matin au même coin de rue, les mêmes yeux écarquillés et suppliants. 3 ans à jeter quelques pièces par la fenêtre de la voiture, imaginant que cela suffirait à apaiser sa conscience de millionnaire. 3 ans à faire semblant de ne pas voir la faim grandissante sur le visage de cet enfant. Maintenant, en regardant le garçon trébucher sous la pluie torrentielle tout en protégeant 2 bébés de son propre corps, Jonathan sentit une brûlure dans sa poitrine. Un mélange d'horreur et de honte qu'il n'avait jamais connu en 50 ans. Le garçon disparut dans une ruelle sombre entre des bâtiments abandonnés. Jonathan hésita une seconde avant de sortir de la voiture, la laissant tourner sous la pluie. Ses vêtements de marque furent instantanément trempés, mais il s'en fichait. Il avait besoin de savoir ce qui se passait. Il suivit les cris étouffés provenant des profondeurs de la ruelle. L'odeur nauséabonde des égouts et de la moisissure envahissait ses narines tandis qu'il marchait parmi les débris et les détritus. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la conscience grandissante qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait tout changer. Une faible lumière émanait d'une ouverture dans le mur d'un bâtiment condamné. Jonathan s'approcha lentement, le cœur battant la chamade. À travers le trou dentelé du mur, il vit une scène à couper le souffle. Le garçon avait construit un petit abri avec des cartons et des bâches en plastique. Au centre de cet espace exigu, il nourrissait les 2 bébés avec de l'eau chaude provenant d'une bouteille en plastique perforée, se déplaçant avec précaution comme quelqu'un qui l'avait fait des centaines de fois. Ses lèvres étaient gercées par la déshydratation, mais il ne but pas une seule goutte. « Calmez-vous, mes anges », murmura le garçon au bébé d'une voix de cheval plus mature qu'elle n'aurait dû l'être. « Papa ira chercher à manger demain. Vous allez bien. Papa. » Ce mot transperça Jonathan comme une lame. Un enfant de 8 ans se disant père de 2 nouveau-nés, assumant une responsabilité qui détruirait des adultes. Et il était là, un homme avec plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser. Comprenant que sa charité quotidienne de quelques pièces était une cruelle plaisanterie face à une réalité aussi brutale, les bébés pleurèrent faiblement, leur voix minuscule résonnant contre les murs humides. Le garçon retira sa chemise déchirée et les enveloppa, laissant son corps maigre exposé au froid. Jonathan vit alors quelque chose qui lui coupa complètement le souffle. Une marque sur le bras gauche du garçon. Une profonde cicatrice en forme de T, visiblement préparée au fer rouge. Le même T gravé sur le logo de son entreprise, Thornfield Industries. Le même symbole que son associé Richard avait insisté pour apposer sur des propriétés particulières pendant les jours les plus sombres de leur entreprise. Jonathan recula instinctivement, son esprit peinant à comprendre l'impossible lien. Cette marque ne pouvait être une coïncidence. Quelqu'un avait marqué cet enfant du symbole de son entreprise, le transformant en propriété, en objet. Le garçon sembla sentir sa présence. Il se tourna lentement, son regard croisant celui de Jonathan à travers le trou dans le mur. Aucune surprise ne se lisait sur son visage, seulement une tristesse ancienne et lasse qui n'appartenait pas à un enfant. « Es-tu venu me chercher ?» demanda calmement le garçon, protégeant instinctivement les bébés contre sa poitrine. Jonathan ne put répondre. La question portait un poids qu'il ne comprenait pas, mais qui le terrifiait. « Ramène-le. » Pourquoi un enfant demanderait-il une chose pareille à un inconnu? La pluie continuait de tomber dehors, mais dans ce trou noir, Jonathan affrontait la première vraie vérité de sa vie. Sa richesse reposait sur la souffrance de l'innocence. Et maintenant, confronté à cette marque gravée dans la peau d'un enfant, il savait qu'il ne pouvait plus continuer à feindre l'ignorance. Si vous appréciez cette histoire qui dépasse de loin l'imaginable,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les secrets à venir. Non, parvint finalement à murmurer Jonathan, la voix brisée. Je voulais juste aider. Le garçon observa son visage pendant de longues secondes, comme s'il pouvait lire dans son âme à travers ses yeux. Puis, à sa grande surprise, il sourit. Un sourire triste, bien trop sage pour un enfant. Je m'appelle Daniel, dit-il en ajustant les bébés dans ses bras. Ils sont l'espoir et la grâce. Je les ai trouvés dans une benne à ordures il y a 2 semaines. Jonathan sentit le monde tourner. 2 semaines. Depuis 2 semaines, ces nouveau-nés survivaient dans les bras d'un enfant des rues, et il passait devant Daniel chaque jour, lui jetant quelques pièces comme si cela résolvait quelque chose. « Tu as besoin d'aide ?» dit Jonathan en ôtant son manteau mouillé. « Laisse-moi faire. »« Pourquoi maintenant ?» Daniel interrompit sa voix, une douleur qui coupa Jonathan en deux. « Pendant 3 ans, tu m'as vu mendier de la nourriture. 3 ans ? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ?» La question résonna dans le silence humide de l'abri improvisé. Jonathan n'avait pas de réponse. Ou plutôt, il en avait une, mais il refusait d'admettre la brutale vérité. Il ne s'était soucié de rien que lorsqu'il avait vu quelque chose d'assez choquant pour briser sa bulle d'indifférence. « Partons d'ici, » dit Jonathan en tendant les mains. « Ma maison a de l'espace, de la nourriture, de la chaleur. » Daniel hésita, regardant les bébés dormir dans ses bras. « Connaissez-vous un homme nommé Richard ?»« Richard Quint. » Ce nom frappa Jonathan comme un coup de poing dans l'estomac. Richard Quint, son associé depuis 20 ans. L'homme qui avait transformé de petites affaires douteuses en une fortune de plusieurs millions de dollars. L'homme dont Jonathan avait toujours préféré ignorer les méthodes. « Comment le sais-tu, Richard ?» demanda Jonathan, même si une partie de lui se doutait déjà de la réponse. « Il a tué ma mère, » dit Daniel avec une simplicité bouleversante. « Elle travaillait dans l'une de vos usines. Elle a découvert des choses qu'elle n'était pas censée savoir. » Le monde de Jonathan s'écroula. Son entreprise, sa fortune, toute sa vie reposait sur un amas de secrets sanglants, et Richard était au centre de tout cela. « Ma mère s'appelait Ada, » poursuivit Daniel, la voix plus forte. Elle était comptable chez Thornfield Industries. Un jour, elle est rentrée à la maison en pleurs, racontant qu'elle avait découvert de l'argent disparaissant dans des endroits étranges. L'argent qui aurait dû servir au salaire, mais qui avait été versé sur des comptes fantômes. Jonathan se souvenait vaguement d'Ada, une petite femme discrète qui travaillait toujours tard. Elle avait disparu 2 ans plus tôt, et Richard expliqua qu'elle avait trouvé de meilleures opportunités dans un autre état. « Richard a dit qu'elle s'était enfuie, » murmura Jonathan. « Richard a menti, » répondit Daniel en levant son bras marqué. « Avant de m'envoyer dans un orphelinat, il a fait ceci. Il a dit que j'appartenais désormais à Thornfield Industries, et qu'un jour il viendrait me chercher quand je serais utile. » La marque de thé apparaissait sous la faible lumière, une cicatrice qui transformait un enfant en objet marqué. Jonathan sentit la bile lui monter à la gorge. Combien d'autres enfants Richard avait-il marqués? Combien d'autres familles avait-il détruites? Je me suis échappé de l'orphelinat, poursuivit Daniel. Sa voix était ferme malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. J'ai vécu dans la rue pendant 2 ans. Et quand j'ai trouvé l'espoir et la grâce, jetés à la poubelle comme des animaux, j'ai su que je devais les protéger, car personne d'autre ne le ferait. Jonathan regarda le bébé endormi, si petit et vulnérable dans les bras de cet enfant courageux. Daniel était devenu père à 8 ans, non par choix, mais parce qu'il avait compris quelque chose que Jonathan avait mis 50 ans à comprendre. Ignorer la souffrance ne la fait pas disparaître. « Richard te cherche-t-il toujours ?» demanda Jonathan. « Toujours, » répondit Daniel. « Il a des hommes qui te cherchent. Il a dit qu'un jour il finirait ce qu'il avait commencé avec moi. » À cet instant, Jonathan prit la décision qui allait tout changer. Non seulement par culpabilité ou par remords, mais parce que, pour la première fois de sa vie, il était témoin d'un véritable courage.
Un enfant qui avait tout sacrifié pour protéger 2 bébés abandonnés méritait mieux que des pièces jetées par la fenêtre d'une voiture. « Toi et les bébés venez avec moi », dit Jonathan d'une voix lourde de détermination. « Et Richard Quint ne posera plus jamais la main sur toi. » Daniel l'observa encore un instant. Puis, lentement, il hocha la tête. Mais tandis que Jonathan aidait Daniel à rassembler les quelques affaires du refuge, aucun d'eux ne remarqua la silhouette sombre qu'il observait de l'autre côté de la rue, parlant doucement au téléphone. « Patron, nous avons trouvé le garçon, et il n'est pas seul. » La chasse avait commencé. Dans la demeure de Jonathan, pour la première fois depuis des années, il y avait une vie au-delà du vide luxueux. Daniel arpentait les couloirs de marbre, porteur d'espoir et de grâce, ses pieds nus résonnant doucement sur le sol froid. Le contraste était brutal. Un enfant des rues aux vêtements en lambeaux entouré d'œuvres d'art valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie. « Je n'ai jamais vu autant d'espace vide », remarqua Daniel en observant les pièces immenses et impeccablement décorées. « La maison où je vivais avec ma mère tiendrait entièrement dans cette pièce. » Jonathan ressentait le poids de l'ironie. Il avait bâti un empire pour combler un vide qui ne faisait que grandir à chaque acquisition. Or, 3 enfants abandonnés donnaient plus de sens à ces murs que des décennies d'accumulation matérielle. Pendant que Daniel nourrissait les bébés dans la cuisine, Jonathan s'enfermait dans le bureau. Il avait besoin de comprendre ce que Richard avait fait, combien de crimes avaient été commis au nom de Thornfield Industries. Il ouvrit des dossiers qu'il avait évité d'examiner pendant des années. Des comptes que Richard avait toujours supervisés par souci d'efficacité. Ce qu'il découvrit lui donna la nausée. Des virements de millions de dollars vers des comptes offshore, des contrats avec des sociétés d'écran, des paiements pour des services de sécurité qui étaient clairement des pots de vin et de l'extorsion. Pire encore, une liste de noms sous la rubrique « Ressources humaines spéciales ». Ada, la mère de Daniel, était marquée comme définitivement résolue. Il y avait d'autres noms sur la liste, des familles entières. Et à côté de chaque nom, une note concernant de jeunes éléments transférés vers des programmes spéciaux. Jonathan comprit toute l'horreur. Richard ne se contenta pas d'éliminer ceux qui découvraient ces crimes. Il enlevait des enfants, les étiquetait comme des biens et les utilisait dans des projets encore plus sinistres. Daniel s'était échappé, mais combien d'autres n'avaient pas eu cette chance? Ses doigts tremblaient lorsqu'il trouva un dossier intitulé « Projet d'avenir ». À l'intérieur, des dizaines de photos d'enfants marqués d'un T, âgés de 5 à 15 ans, tous les yeux vides, visiblement sous une forme de contrôle chimique ou psychologique. Un bruit dans le jardin le figea. Par la fenêtre, il aperçut des silhouettes se déplacer parmi les arbres. Richard avait trouvé le manoir plus vite qu'il ne l'avait prévu. Jonathan enferma les dossiers dans un tiroir secret et courut à la cuisine, où Daniel berçait Grace tandis que Hope était paisiblement. La paix intérieure contrastait étrangement avec le danger imminent. « Nous devons partir maintenant », dit Jonathan en s'efforçant de garder une voix calme. Daniel leva les yeux, sachant déjà qu'il était là. Ce n'était pas une question. Le garçon avait développé un instinct de survie que les hommes adultes n'ont jamais eu à cultiver. Il sentait le danger approcher comme un animal sauvage. « Je connais un endroit », dit Jonathan en attrapant une valise d'urgence qu'il gardait toujours prête. « Un chalet dans les montagnes dont Richard ignore l'existence. »« Richard, c'est tout de toi », répondit Daniel en serrant les bébés contre sa poitrine. « Il a 20 ans d'expérience. Où que tu ailles, il sait. » La vérité de ces mots frappa Jonathan comme un éclair. Richard n'était pas seulement son partenaire. Il était son manipulateur, le véritable propriétaire de tout ce que Jonathan pensait posséder. Un fracas à la porte d'entrée résonna dans la maison. « Sorti de derrière », murmura Jonathan, guidant Daniel à travers le garde-manger jusqu'à une porte dérobée menant à l'arrière-cour. Mais Richard avait encerclé la propriété. Des lanternes s'allumaient de tous côtés. Des voix murmuraient des ordres dans l'obscurité. Jonathan comprit qu'il était piégé chez lui, transformant son refuge en prison. « Jonathan !»
La voix de Richard résonna dans les couloirs. « Je sais que tu es là. Amène le garçon, et on réglera ça poliment. » Daniel saisit le bras de Jonathan, les yeux brillants d'une détermination farouche. « Il ne veut pas que moi, » murmura-t-il. « Il veut aussi les bébés, pour remplacer ceux qui ont vieilli dans le programme. » La révélation finale frappa Jonathan comme une avalanche. Richard n'a pas seulement élevé des esclaves marqués. Il les a remplacés lorsqu'ils sont devenus trop vieux. Il a toujours gardé une réserve de jeunes enfants à modeler selon sa volonté maladive. « Il y a une chose que Richard ignore sur moi, » dit Daniel, sa voix prenant une force effrayante pour quelqu'un de 8 ans. « Avant de m'enfuir de l'orphelinat, j'ai copié tous ses dossiers, noms, adresses, comptes bancaires, tout. » Jonathan le fixa d'un air incrédule. « Tu as des preuves cachées dans un endroit que moi seul connais. Richard me veut vivante parce qu'il sait que s'il m'arrive quelque chose, cette information tombera entre de bonnes mains. » C'était ça. L'atout que Daniel avait gardé secret. La raison pour laquelle il était encore en vie malgré toute cette traque. Un enfant de 8 ans avait déjoué un criminel expérimenté grâce à son intelligence et sa planification. Des pas résonnaient de plus en plus près. Richard perdait patience. Jonathan regarda Daniel, le bébé endormi paisiblement dans ses bras, et prit sa deuxième décision décisive de la nuit. Il ne s'enfuirait pas. Il était temps d'affronter Richard et d'en finir une fois pour toutes. Mais d'abord, il devait savoir exactement où Daniel avait caché ses preuves. Les preuves sont dans un coffre-fort numérique, murmura rapidement Daniel. Programmé pour tout envoyer aux journalistes et à la police si je ne saisis pas un code spécifique toutes les 72 heures. Jonathan était stupéfait. Un enfant de 8 ans avait créé un système de sécurité que des criminels expérimentés mettraient des années à développer. Comment as-tu appris ça? Ma mère m'a appris la programmation avant de mourir. Elle savait qu'un jour je devrais me protéger. Les pas de Richard résonnaient de plus en plus près. Jonathan prit une décision désespérée. « Reste ici avec les bébés », dit-il en tendant son téléphone à Daniel. « En cas de problème, appelle ce numéro. C'est mon avocat privé. Il te protégera. Où vas-tu mettre fin à tout ça ?» Jonathan quitta le garde-manger et parcourut les couloirs sombres de sa propre maison. 20 ans de partenariat avec Richard. 20 ans à faire semblant de ne pas voir les signes évidents. Il était temps d'affronter le monstre qu'il avait contribué à créer. Il trouva Richard dans la pièce principale, examinant les tableaux de valeur avec son calme habituel. 3 hommes armés l'accompagnaient, mais Richard les congédia d'un geste. « Jonathan, mon vieil ami », Richard souriait comme s'ils étaient en réunion d'affaires. « Tu sembles troublé. Où sont les enfants du futur projet ?» Le sourire de Richard s'élargit. « Alors, tu as enfin découvert. Je pensais que tu n'aurais jamais le courage de consulter les dossiers. Réponds-moi. En lieu sûr, prêt à devenir des citoyens utiles. Tu devrais être fier, Jonathan. Ton argent a sauvé ces enfants de la misère de la rue. Sauvé. » Jonathan sentait une rage pour le brûler. « Tu les as stigmatisés comme du bétail. »« Je les ai organisés, » corrigea Richard, sa voix prenant une froideur dangereuse. « J'ai transformé les déchets humains en ressources précieuses. Chacun de ces enfants génère désormais plus de valeur qu'il n'en aurait eu en 20 vies dans la rue. » Jonathan comprit qu'il avait affaire à un psychopathe complet. Richard croyait sincèrement que kidnapper et réduire en esclavage des enfants était un service rendu à la société. « Le garçon vient avec moi, » continua Richard. « Et les bébés aussi. J'ai des acheteurs spéciaux qui attendent des nouveau-nés bien élevés. » Jamais. Jonathan, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ton jeu. Ça ne l'a jamais été. Tu n'as toujours été que le beau gosse de l'opération, le millionnaire respectable que personne ne soupçonnerait. C'est moi qui ai tout construit. La vérité finale m'a giflé.
Jonathan n'avait jamais rien possédé. Il n'était qu'une marionnette masquant les opérations criminelles de Richard. Les documents autorisant toutes les transactions portent ta signature. Richard eut un sourire malicieux. Légalement, tu es responsable de tout. Chaque transfert, chaque compte offshore, chaque résolution définitive. Jonathan a compris le piège parfait. Si Richard était démasqué, il entraînerait Jonathan dans sa chute. Ils avaient bâti un partenariat où tous deux étaient condamnés à une complicité éternelle. Mais je peux être généreux, continua Richard. Donne-moi le garçon et les bébés, et nous continuerons comme toujours, riches, puissants et libres. Et si je refuse, Richard sortit un pistolet de son manteau. Et puis, tu auras un accident domestique. Des voleurs s'introduisent chez toi, te tuent et kidnappent les enfants. L'histoire parfaite. Jonathan regarda l'arme, puis le visage froid de Richard. 20 ans de partenariat, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il avait toujours travaillé pour un démon. Une dernière curiosité, dit Jonathan, essayant de gagner du temps. Pourquoi marquer les enfants? Pourquoi le thé Thornfield? Parce que je suis Thornfield, rit Richard. Je l'ai toujours été. Tu n'étais qu'un joli nom sur le papier. Thornfield Industries est ma création, mon héritage, et chaque enfant marqué sait qu'il m'appartient. Puis Jonathan entendit un bruit presque imperceptible. Un clic électronique dans le couloir. Daniel avait allumé le téléphone et enregistrait toute la conversation. Richard l'entendit aussi. Ses yeux se plissèrent dangereusement. On dirait que ton petit protégé est plus intelligent que je ne l'imaginais. Il est plus intelligent que nous deux, admit Jonathan, éprouvant une étrange sensation de paix. Et tu viens de tout avouer sur un enregistrement qui est déjà envoyé à mon avocat. Le visage de Richard se tordit en un masque de haine. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans. Richard leva l'arme, mais Jonathan ne broncha pas. Pour la première fois de sa vie, il faisait ce qu'il fallait, quelles qu'en soient les conséquences. Tire, dit Jonathan calmement. Mais sache que Daniel a déjà transmis toutes les preuves aux autorités. Toute ton opération va échouer, avec ou sans moi. L'arme tremblait dans la main de Richard. Il réalisa qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Dehors, les sirènes de police retentirent au loin. Daniel avait gagné. 6 mois plus tard, Jonathan regardait Daniel jouer dans le jardin du manoir avec espoir et grâce. Des bébés désormais en bonne santé et rieurs rampant dans l'herbe verte. Le son de leur rire résonna dans l'air matinal, remplaçant le silence de mort qui régnait depuis des décennies. La transformation était totale. Là où régnait autrefois une ostentation vide, régnait désormais la vraie vie. Les couloirs de marbre froid étaient remplis de jouets éparpillés, de dessins d'enfants collés au réfrigérateur et du chaos affectueux d'une vraie famille. Richard était en prison fédérale, condamné à perpétuité après la découverte de son réseau criminel. Les enregistrements de Daniel et les fichiers numériques qu'il avait conservés en guise de sauvegarde avaient complètement anéanti le projet d'avenir. 43 enfants furent sauvés de captivité dans cet état différent, tous marqués par la torture, retrouvant peu à peu leur enfance volée. Jonathan avait perdu la quasi-totalité de sa fortune au passage. Des enquêtes fédérales gelèrent les comptes de Thornfield Industries, et il remit volontairement tous les biens acquis avec de l'argent sale. Seul subsistait le manoir, quelques investissements propres et de quoi assurer à Daniel une éducation de qualité, l'espoir et la grâce. Ironiquement, il ne s'était jamais senti aussi riche. « Papa Jonathan !» cria Daniel depuis le jardin, utilisant le nom qu'il avait choisi pour l'homme qu'il avait sauvé. Hope essaie de manger de l'herbe à nouveau. Jonathan sourit et s'approcha, portant Grace dans ses bras. Âgé de 9 ans, Daniel avait visiblement grandi ces derniers mois. Une bonne alimentation, un sommeil régulier et l'absence de peur constante avaient transformé le garçon squelettique en un enfant normal, même si sa maturité exceptionnelle ne s'était jamais complètement estompée. « Elle apprendra », dit Jonathan en retirant délicatement des feuilles de la bouche de Hope.
On apprend tous. Daniel le regarda avec ses yeux profonds qui avaient vu plus que ce qu'un enfant devrait voir. Regrettes-tu cela? D'avoir presque tout perdu? C'était une question que Daniel posait périodiquement, comme pour vérifier si Jonathan avait vraiment changé ou s'il regretterait un jour ses choix. Jamais, répondit Jonathan. Et il le pensait vraiment. J'ai passé 50 ans à accumuler des choses qui ne signifiaient rien. Vous trois, vous m'avez appris ce qui compte vraiment. La marque sur le bras de Daniel avait été recouverte par un tatouage artistique qu'il s'était choisi pour son 9e anniversaire. Un arbre poussant à travers une vieille cicatrice symbolisait la vie naissante de la douleur. Le meilleur chirurgien esthétique du pays avait proposé de retirer complètement la cicatrice, mais Daniel avait refusé. « Cela fait partie de mon histoire », expliqua-t-il. « Je ne veux pas oublier d'où je viens. » Jonathan admirait cette sagesse. Daniel avait non seulement survécu à un traumatisme, mais l'avait transformé en force, en compassion pour ceux qui souffraient. Il parlait déjà d'étudier le droit plus tard pour aider d'autres enfants dans des situations similaires. Hope se mit à pleurer, interrompant les pensées de Jonathan. Daniel se précipita aussitôt, caressant le visage du bébé avec une tendresse naturelle qui ne manquait jamais d'émouvoir Jonathan. « Elle a faim », diagnostiqua Daniel. « Je vais préparer le biberon. » Tandis que Daniel accourait à l'intérieur, Jonathan s'assit dans l'herbe avec grâce et espoir. Ils étaient arrivés presque sans vie dans les bras d'un enfant désespéré, et maintenant ils étaient des bébés normaux, en bonne santé, aimés. L'amour de Daniel les avait sauvés. Finalement, l'amour de Daniel avait sauvé Jonathan lui-même. Son téléphone sonna. C'était Sarah, l'assistante sociale responsable du dossier. Les premiers mois, elle lui rendait visite chaque semaine pour s'assurer que tout allait bien. Maintenant, les visites étaient mensuelles, plus par amitié que par obligation. « Jonathan, j'ai des nouvelles. » Sa voix était enthousiaste. L'adoption de Daniel, au Pégresse, a été officiellement approuvée. Vous êtes désormais une famille légale. Jonathan sentit les larmes lui brûler les yeux. Après 6 mois de paperasse, d'enquête et d'audience, il était enfin officiellement père. Peu importait qu'il ait commencé comme millionnaire à 50 ans. Sa vraie vie avait commencé à 51 ans, par une nuit pluvieuse, lorsqu'il avait décidé de suivre un garçon courageux. Daniel revint en courant avec les biberons, son visage rayonnant de la joie pure que seuls les enfants peuvent exprimer. « Papa, pourquoi pleures-tu? » « Parce que nous sommes une vraie famille maintenant, » dit Jonathan en serrant les 3 enfants dans ses bras. Daniel sourit. Ce sourire qui avait transformé un magnate froid en un père aimant. « Nous l'avons toujours été, papa, dès le premier soir. » Alors que le soleil se couchait sur le jardin où 3 enfants jouaient librement, Jonathan comprit la leçon la plus importante de sa vie. La vraie richesse ne se mesure pas en compte en banque, mais en capacité d'aimer et d'être aimé. Un enfant de 8 ans lui avait appris que la plus grande fortune au monde était d'avoir quelqu'un pour qui tout valait la peine de se sacrifier. Si cette histoire vous a autant touché que moi, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui montrent comment l'amour peut transformer même les cœurs les plus durs. #millionnaire suit le garçon qui lui demandait toujours à manger, et dont la vision a changé sa vie à jamais.